Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Par fond de crise à Expresso Sénégal. Des travailleurs de la boîte en assemblée générale ce matin dénoncent des licenciements qu'ils qualifient d'abusifs. Ces travailleurs qui ont déposé un préavis de grève prévoient de marcher dans les prochains jours. L'AFTU ne veut plus des carapites destinés à la casse sur le réseau du transport urbain. Face à la presse, cet après-midi, l'association pour le financement du transport urbain dément une dette de 12,6 milliards de francs CFA à la Banque mondiale. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté déplore le défaut d'application des peines alternatives aux longues détentions. Magistrats et connaisseurs du droit ont réfléchi sur la question lors d'un atelier qui s'est tenu à Kaolack. La période de fraîcheur s'annonce en cette fin d'année. Les pêcheurs se frottent les mains, les marailleurs voient leur chiffre d'affaires augmenter avec le marché qui est bien approvisionné en poissons. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le climat tendu à Expresso Sénégal. Des travailleurs de la boîte ont tenu une assemblée générale ce matin pour dénoncer des licenciements abusifs. Ces travailleurs vont déposer un préavis de grève. Ils prévoient de marcher également dans les prochains jours. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. À Expresso Sénégal, être syndiqué est synonyme de renvoi. 3 syndicalistes ont été licenciés par la direction générale malgré les rappels à l'ordre de l'inspection générale du travail. Effectivement, chez Expresso Sénégal, la création d'un syndicat est assimilée à un acte de guerre de la part de la direction générale. Comme l'a dit le top management, if you join the union, we will fight you. War is war. Voilà ce qu'on a eu comme réponse. Autrement dit, si vous rejoignez le syndicat, on vous combattra, à la guerre comme à la guerre. Et sachez que la création de ce syndicat a vraiment rendu fou de colère notre direction générale, qui, lorsqu'elle en a été informée, chers invités, lorsqu'elle en a été informée pour qu'on puisse enfin se réunir et instaurer un cadre de dialogue, sa première réponse a été le licenciement immédiat de 2 de nos camarades du bureau. Dans cette entreprise de téléphonie détenue par des Soudanais, mieux vaut ne pas être sénégalais. Les employés sénégalais souffrent le martyre. C'est très difficile d'être un Sénégalais à Expresso. Et pourtant, c'est nous qui avons été recrutés dans les autres sociétés. On a été débauchés dans les autres sociétés. On a été débauchés des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe pour venir et travailler durement pour mener cette société à l'état où elle est maintenant. Et c'est à ce moment-là que le nouveau top management s'est dit, tiens, nous avons également des cadres au Soudan. Il est temps qu'ils viennent aujourd'hui manger le fruit de notre dur labeur. Cela est injuste et nous n'allons pas également le cautionner. On a été
vraiment menacés. On a reçu des intimidations. On a également reçu des persécutions, des demandes d'explication, une pluie de demandes d'explication. Tous les moyens vils possibles que vous pouvez imaginer ont été utilisés afin de nous décourager et de nous pousser à la démission. Ce mercredi, ces employés de Expresso ont rencontré la presse pour crier leur ras-le-bol et comptent se faire entendre dans les prochains jours. Cet après-midi, nous avons un rendez-vous avec le directeur du travail. Nous comptons déposer un préavis de grève. Nous comptons mettre la pression sur les dirigeants de Expresso et organiser une grande marche avec tous les défenseurs de la justice de ce pays. Il faut savoir que c'est depuis 2014 que les employés ont voulu tenir des élections de délégués du personnel, mais la direction générale faisait du dilatoire pour retarder l'organisation. Fatou Bintou Conté, je vous l'annonçais également dans les titres, l'Association pour le financement du transport urbain veut l'arrêt des cars rapides destinés à la casse. Face à la presse cet après-midi, l'AFTU a également nié avoir contracté une dette de 12,6 milliards de francs CFA à la Banque mondiale. Le compte rendu de cette conférence de presse est signé Habib Faye et Modou Diop. L'Association pour le financement du transport urbain demande de voir 12 milliards 600 à la Banque mondiale. L'association dégage en touche tout problème avec cette institution internationale. L'AFTU n'a pas de problème de financement, l'AFTU n'a pas de problème pour rembourser ses dettes. C'est après avoir même remboursé la Banque mondiale qu'on a eu la possibilité d'avoir d'autres bus. Parce que le financement de la Banque mondiale s'arrêtait sur 505 bus. Aujourd'hui, on est à 1600 bus. La grève des syndicats du transport ne doit plus avoir lieu, selon le secrétaire général. Il en appelle à la responsabilité de l'État. Je fais encore un appel à l'État, que les syndicalistes, leur rôle c'est de défendre les travailleurs. Leur ministère de tutelle, c'est le ministère du Travail. Donc le ministère du Transport ne doit plus les convoquer concernant tel ou tel point, concernant tel ou tel problème, ou bien concernant même des grèves dans le secteur des transports. Bientôt, certains cars rapides et Ndiagandiaï seront destinés à la casse. L'AFTU signale que le processus est en cours. Les cars qui étaient dans les régions, à cause de la crise, sont venus à Dakar. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de cars rapides et de Ndiagandiaï à Dakar. Mais le processus continue et tous les bus qui ont été changés ont été mis à la casse en ferraille. Cependant, elle signale quelques cas de fraude dans le secteur du transport. Les cartes grises qu'on a fait en duplicata, ça c'est des gens mal intentionnés, des faussaires. Et ça existe dans tous les secteurs. Nous, responsables de l'AFTU, on n'est pas d'accord et c'est nous-mêmes qui ont mis la main sur cet élément. Et c'est la deuxième fois qu'il a eu ce genre de problème. Créée en 2005, l'AFTU s'engage à la bonne marche du transport au Sénégal. L'entreprise a changé plus de 505 minibus pour assurer le transport interurbain à Dakar. Habib Faye, cette visite au pôle urbain de Diamniadio, le nouveau ministre en charge du PSE s'est rendu sur les lieux ce matin pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cher Kanté s'est dit rassuré et satisfait également des travaux et permet de trouver des solutions au ralentissement de certains chantiers. Compte rendu donc de cette visite signé Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. Une visite effectuée au pas de charge pour sa première sortie officielle. Le tout nouveau ministre en charge du plan Sénégal émergent s'est rendu au pôle urbain de Diamniadio. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des différents travaux. Donc j'ai visité avec toutes les parties prenantes ce matin les composantes de ce projet, les 7 composantes. J'ai fait l'état des lieux. Il y a eu un dialogue interactif entre ces parties prenantes-là. Et je peux vous rassurer que je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai vu. Les travaux avancent à différentes vitesses. Si pour le parc industriel, les infrastructures sont presque terminées, dans d'autres parties du chantier, du travail reste encore à faire. Les travaux évoluent bien. Évidemment, il y a des contraintes qu'il faut gérer, mais nous sommes ensemble en train de gérer ces contraintes-là et des solutions vont être trouvées le plus rapidement possible. Il n'y a pas de défaut de paiement. On ne m'a pas parlé de défaut de paiement. Il faudrait qu'on soit assez clair. Il y a des lenteurs sur le plan technique, sur le plan administratif, mais que je sache, il n'y a pas de défaut de paiement pour le moment. Le parc industriel, l'université Amadou Mahtar Mbow, la sphère et la cité ministérielle, ainsi que le centre de recherche en santé, toutes ces infrastructures ont reçu la visite de Cheikh Kanté.
Le ministre s'est enfin dit satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Issa Prera, merci. Nous parlons à présent du surpeuplement des prisons au Sénégal. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté déplore le défaut d'application de peines alternatives à l'incarcération, aux longues détentions. Mais la coordonnatrice de l'organe soutient qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui manquent et qu'il faut impérativement mettre en place. Des magistrats et connaisseurs du droit ont été réunis à Kaolack lors d'un atelier de réflexion. Compte rendu signé notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Des peines alternatives à l'incarcération sont bien prévues par le code pénal sénégalais, mais l'application fait souvent défaut à cause d'un certain nombre d'obstacles. C'est pour pallier à cela que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a tenu à organiser un atelier thématique sur les obstacles des peines alternatives à l'incarcération et à l'aménagement des peines. Des magistrats et d'autres acteurs du droit ont pris part à cette rencontre d'échange. De trouver des solutions à cette détention qui est très pénible due à la surpopulation des prisons. Et donc nous cherchons des solutions pour ne pas que les magistrats envoient systématiquement les détenus en prison. C'est pour éviter l'encornement au niveau des prisons que la coordonnatrice de l'Observatoire a suggéré de trouver une solution en amont en passant par la mise en place d'un dispositif favorisant l'application de ces peines alternatives. Les peines alternatives, ça peut être les travaux d'intérêt public, ça peut être la probation. Mais tout cela nécessite qu'on mette en place des dispositifs qui nous permettent de surveiller ces gens-là, les délinquants qui sont libérés. Du côté des magistrats qui ont pris part à cette rencontre d'échange, l'on se réjouit de cette rencontre qui est une sorte de tribune d'imprégnation. En fait, c'est un atelier qui vient à son heure parce que apparemment beaucoup de collègues ne sont pas très imprégnés des textes en matière d'aménagement des peines. Donc c'est l'occasion d'informer tout le monde, que tout le monde soit au même niveau d'information pour connaître les textes et pour pouvoir les appliquer. Cet atelier de 2 jours, initié par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, servirait donc de déclic pour l'application des peines alternatives à l'incarcération. Merci à vous, Ibrahima Diamé, notre invité ce soir. Je vous l'avais annoncé, il s'agit d'Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir, cher Gao. Alors, Monsieur Seck, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, mais dites-nous d'abord, comment en est-on arrivé à cette inflation carcérale au Sénégal? Mais je vous remercie de remercier encore la TFM d'avoir bien voulu inviter la Ligue sénégalaise des droits humains justement. Parce que, comme on peut le constater, il y a eu une évolution démographique du Sénégal, qui est arrivé aujourd'hui à 14 millions d'habitants, 15 millions disons. Donc, tenant compte de cette population sénégalaise et du ratio des détenus, on peut donc imaginer qu'on passe donc du simple au 10 fois plus, 20 fois plus. Parce que je me souviens qu'en 70, on n'était pas loin de 3 millions de Sénégalais. En 70, en 60 plus 70. Là, on multiplie par 5. Donc, si on peut constater que depuis les indépendances, depuis 1960, le Sénégal n'a jamais construit de prison en tant que telle. Il y en a 37. Les premières prisons ont été construites en 1863 à Saint-Louis. Donc, on peut constater avec regret justement qu'il n'y a pas une évolution des infrastructures qui doivent accueillir justement ces détenus-là. Justement, alors, n'est-il pas possible de transférer des détenus vers des établissements pénitentiaires qui n'ont pas atteint leur capacité d'accueil? C'est le cas. Justement, c'est justement le rôle de la DAP, de la direction de l'administration pénitentiaire, qui fait peut-être des tours de passe-passe. Parce qu'il s'agit de le dire comme ça, si on peut savoir que toutes les prisons sont arrivées à des situations au plafond sur le plan même budgétaire. Mais malgré tout, il y a effectivement eu des extensions de certaines chambres, de certaines cellules, ça on peut le saluer. Mais pour autant, toutes les promesses qui ont été faites par les derniers régimes depuis les indépendances, n'ont pas été appliquées. On parlait de la prison de Diamniadio, ça devient pour moi presque une fixation, qu'on en parle depuis 2015. Tous les ministres de la justice qui sont passés l'avaient promis. Urbi, orbi, malheureusement, on n'a pas constaté un début de solution. Il n'y a pas encore de prison à Diamniadio, on peut le constater, Cheikh Diaw, pour vous dire que malheureusement, on peut constater cette absence de volonté politique de ne pas construire de nouvelles prisons adaptées au contexte. Et justement, vous pensez que la construction de nouvelles prisons, c'est la solution?
Absolument, c'est l'une des solutions. Entre autres solutions, c'est vrai qu'on parle de l'aménagement des peines. On va en parler tout à l'heure. On va en parler, mais en tout cas, il faut imaginer que les solutions soient plus adaptées au contexte, qu'elles soient modernisées, qu'elles soient humanisées. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quand même, le problème, même si on construit de nouvelles prisons, le problème sera entier. Non, on devra tenir compte du nombre effectif. L'effectif actuel qui est autour de 10 000 détenus, dont 4 ou 5 000 qui sont en détention préventive et 5 ou 6 000 qui sont en condamnation. Si on fait la somme, on peut préparer, il faut c'est vrai, c'est une volonté d'abord politique, et faire des projections. Il faut qu'on fasse des projections par rapport à l'évolution démographique de la population du Sénégal et l'appliquer à la population carcérale. Et justement, c'est ça la grande difficulté. On n'a pas encore perçu cette politique de gestion de la détention au Sénégal. C'est ça la grande difficulté. Justement, l'État, à travers le ministère de la Justice, quand même, ne devrait-il pas engager des réformes dans la gestion des peines? Justement, l'État a commencé... On a vu tout à l'heure le reportage où on parlait l'État a commencé, on a fait la réforme du code pénal et du code de procédure pénale pour trouver des formules alternatives. On pensait que ça soit appliqué. Quand on parle de détention préventive, ce qu'on appelle mandat de dépôt, avant d'être jugé. Mais on voit qu'il y a des mandats de dépôt qui durent 8 ans, 10 ans. Et c'est donc à la limite contre la loi. On a voulu, avec la réforme actuelle qui a été mise en œuvre depuis novembre, parler que pour certains délits, certaines infractions, on appelle ça des délits, genre vol, genre des délits mineurs, que la détention ne doit pas excéder 6 mois. D'autres ne doivent pas excéder 2 ans ou 3 ans. Pour les crimes, 3 ans avant d'aller en cour d'assises. On appelle ça maintenant chambre criminelle. Malheureusement, on n'a pas encore vu l'application effective de ces réformes qui étaient souhaitées, qui étaient brandies depuis longtemps. Une autre solution, comme vous l'avez dit, l'aménagement des peines est une nécessité absolue aujourd'hui au Sénégal pour parer justement à cette situation, la limite catastrophique qui existe dans les prisons au Sénégal. Justement, on parle de peines alternatives. Déjà, dites-nous en quoi ça consiste puisque ça vous exonère de l'incarcération. C'est vrai qu'on peut trouver des formules. Moi, j'ai beaucoup de propositions qui ont été faites par certaines personnes qui souhaitaient me dire pourquoi les gens sont en train de dormir dans les prisons, on les nourrit à l'œil, ils dorment à l'œil, ils ne font rien. Il y a des personnes qui sont venues me proposer au niveau de la Ligue sénégalaise de formuler des propositions concernant effectivement à créer de grandes étendues de champs pour que certains détenus puissent travailler dans les champs, par exemple. Ça, c'est une formule qui a été imaginée, qu'on puisse trouver, on le voyait à l'époque quand on était plus jeune, que des détenus ou des détenus ou des condamnés, qui devraient faire la prison et qui purgent leur peine. C'est ça l'alternative. Dans le travail social. Et puis trouver quelqu'un qui est un ancien footballeur, on peut le mettre dans une école de football pour entraîner les jeunes au football. Un ancien nageur, un ancien boxeur, un ancien menuisier peut être proposé dans des ateliers qui ont été construits à cet effet. Il y a beaucoup de formules, beaucoup de solutions qui sont donc dans les tiroirs, qui sont proposées pour parer, pour justement éviter l'incarcération systématique, malheureusement, et en même temps relancer le problème de la garde à vue, de la détention préventive, surtout que les longues détentions préventives. Surtout les détentions préventives. On a dit que tout à l'heure, dans la réforme, il y a des limites objectives qui ont été fixées pour certaines infractions. Soit c'est un délit mineur, soit de façon graduée, suivant donc la gravité de l'infraction, on peut passer de 6 mois à maximum 3 ans. Sinon, on est libéré de façon systématique. Ensuite, l'absence ou l'insuffisance, à la limite criarde de personnel justement au niveau judiciaire, au niveau des magistrats. Je vous donne un exemple. En France, la France qui est toujours notre référence à tout, la France a 9 magistrats pour 100 000 habitants, 100 000. Si vous calculez la somme, c'est autour de 9 000, 10 000 magistrats en France pour 60 millions d'habitants. Mais nous, on est autour de 400-500. Si vous faites la somme, on est donc 5 fois inférieur, alors que la France est l'un des pays les plus en arrière, les plus, comment dire, sur le peloton de, comment dire, si vous faites le classement, ils sont loin derrière en Europe. Par rapport aux autres pays européens, la France qui fait 9 magistrats pour 100 000 habitants. Le Sénégal n'a pas 1 magistrat pour 100 000 habitants. On est 400 magistrats si on fait le calcul. Donc on est très loin du ratio standard dans le monde. Et je ne vois pas aujourd'hui de politique de recrutement de magistrats pour justement parer à ce gap important au niveau de la magistrature. Alors revenons-en en prison. Est-ce que tous les délits méritent une peine de prison? Bonne question, cher Diao. Ça, c'est le cas de le dire. Si quelqu'un vole un nœud,
vole un stylo, vole dans le supermarché pour manger. Quelqu'un qui a faim, qui mange, qui devrait manger, on peut, sur la base donc, des humeurs du procureur, le mettre en mandat de dépôt. Alors qu'on aurait pu peut-être le sermonner, le verbaliser, lui faire peut-être payer une amende symbolique. Mais cette manie de systématiquement mettre les gens en prison, pour quel que soit le délit par ailleurs, c'est ça qui est regrettable. On aurait donc et qui remplit les prisons. Les prisons, inutilement. Voilà. Pour quelqu'un qui aurait fumé un joint de chanvre indien, on le met en prison pour 2 ans. Alors qu'on aurait pu le sermonner, le rappeler à l'ordre, le verbaliser, ensuite avoir des moyens de monitoring, de surveiller cette personne-là qui est déjà en infraction. De certains qui parlent de la légalisation du cannabis. Ça, c'est pas pour l'instant, au niveau culturel, ce n'est pas encore évident, mais il est évident qu'on peut réfléchir encore de façon plus profonde et de façon plus courageuse pour aborder des questions et ne pas forcément correctionnaliser, rendre délictuel certains actes qu'on aurait pu peut-être pas banaliser en tant que tel, mais avoir moins de sévérité dans les condamnations. Voilà, merci. Je sais qu'on va parler de toute autre chose. Il y a quelques semaines de cela, le Sénégal élu au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Cette élection traduit-elle l'engagement de notre pays dans la promotion des droits humains? C'est vrai que le Sénégal est très champion dans la signature systématique de toutes les conventions. Le Sénégal est perçu comme un État stable, un État de droit, un État démocratique. Perçu, donc ce n'est pas réellement le cas. Ce n'est pas réellement le cas, forcément. En Afrique, avec toutes nos tares, toutes nos difficultés, c'est la réalité. Maintenant, sur le plan extérieur, on est tout beau, tout gentil, parce que justement, on a cet art systématique de signer toutes les conventions qui sont proposées par les Nations Unies. C'est heureux sur ce plan donc, de ce qu'on appelle de la diplomatie extérieure, que le Sénégal soit admis au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, qu'on soit élu au Conseil des droits de l'homme, qu'on puisse... Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à avoir cet observateur des lieux de privation des libertés, qui est une institution de prévention de la torture. Le Sénégal fait partie des 2 ou 3 pays africains sur 54 pays, ou 55, à avoir donc cette institution-là pour prévenir la torture dans les prisons. Donc c'est une très bonne chose, c'est un bon élève, en tout cas, par rapport à ce qu'on appelle l'observation à partir des Nations Unies de la gestion des États en Afrique. Mais qu'en est-il réellement Réellement, on peut déplorer beaucoup de violations des libertés individuelles. On en a parlé. Nous, à la Ligue, hier, on a fait un communiqué pour parler du cas de Khalifa Sall, qui est en détention, qu'on aurait souhaité qu'il soit traduit devant la commission ad hoc de façon libre, de façon, à la limite, volontaire. Justement, vous trouvez que ces droits sont bafoués? Non, on le constate avec regret. On constate qu'il y a eu un tour de passe-passe. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu donc un aller-retour et des positions à la limite contradictoires qui ont été constatées dans cette gestion. Soit en face, aujourd'hui, il est détenu avant d'être député, donc il ne jouit pas. Le lendemain, on nous dit que le procureur demande qu'on enlève son immunité parlementaire. C'est à ne rien comprendre. Il y a eu 2 positions, donc à la limite contradictoires. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce cas de figure. Si la logique va jusqu'au bout, Khalifa Sall devrait aller devant la commission ad hoc donc, de l'Assemblée nationale en tant que détenu. Et ce serait à la limite ahurissant, ce serait, ce serait d'ailleurs un manque de respect. Et justement, comment est-ce que la commission ad hoc va s'y prendre pour l'interroger? Ça, c'est la bonne question. Parce que les gens imaginent, j'ai entendu hier des propositions qui consistent à demander à la commission ad hoc d'aller jusqu'à Rebeuss pour entendre le détenu. D'autres, aujourd'hui, j'ai lu quelque part que le détenu ne veut pas être reçu en tant que détenu. Donc la commission refuse donc de comparaître devant la commission en tant que détenu. Donc on va attendre de voir pour constater que c'est un véritable imbroglio. C'est une situation à la limite très compliquée à laquelle nous assistons et nous allons observer pour voir ce qui va se passer finalement. Voilà, dernière question. Hier, près de 135 Sénégalais ont été rapatriés de la Libye. Que pensez-vous de cette situation? Leurs droits sont-ils bafoués? Non, à la limite, la Libye aujourd'hui est un pays de nos droits. La Libye, depuis 2011, est totalement un pays sans État. Il n'y a rien de formel qui peut justifier qu'on puisse réclamer ses droits en tant qu'immigrés. Et nos amis, nos parents immigrés, malheureusement, les 3/4 sont allés de façon à la limite informelle à l'aventure. Donc aujourd'hui, réclamer des droits en Libye,
c'est vraiment aller à la pêche, à la baleine ou au requin, parce que c'est extrêmement compliqué, la Libye n'étant pas un pays normal comme les autres qui sont donc dans le monde. Voilà, merci M. Seck. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Justement, 136 migrants provenant de la Libye rapatriés hier au pays. Ils ont été accueillis par quelques autorités qui leur ont promis un projet de réinsertion sociale. Habib Faye et Modou Diop étaient à l'accueil. Regroupés dans cette salle d'embarquement pour formaliser leur arrivée, ces migrants venus de la Libye, des compagnons d'infortune qui ont opté pour le retour au bercail. Je ne suis pas allé en Libye pour rester là-bas. Je devais poursuivre mes études parce que mes parents sont décédés. Ma femme et mes 5 enfants sont en France. Je rends grâce à Dieu. Nous étions dans les ténèbres en Libye. C'était vraiment dur. Maintenant, on peut dire que tout est derrière nous. Ils sont 136 revenants, dont 3 malades. Ces jeunes Sénégalais expriment leur désarroi. Ils vous disent qu'avec 800 000 francs, ils vont vous amener en Italie. Une fois que cet argent est rassemblé, ils vous passent entre les mains des Libyens. C'est comme si nous étions des esclaves. Ces derniers nous emprisonnent, nous frappent et nous torturent. Eux aussi, ils nous demandent de l'argent que nous avons par devers nous. Ce père de famille retrouve son sourire à la vue de son fils. J'ai entendu dire que si vous voyagez en Libye, vous êtes mort. C'est vrai, quand j'ai vu mon enfant, il a complètement changé. Je ne le reconnaissais même pas, mais je suis vraiment content. Dieu merci qu'il est là. Les autorités rassurent. Pour les migrants de retour, comme on les appelle communément, l'État a mis en place des projets structurels au niveau de leur région pour leur réinsertion, mais aussi pour les communautés d'appartenance. En 2017, plus de 1000 migrants ont atterri au Sénégal. Venant de la Libye et du Niger, ils souhaitent être accompagnés par le gouvernement pour une bonne réinsertion sociale. Nous parlons à présent de cet atelier national sur l'assurance indicielle agricole. Environ 20 000 producteurs ont adhéré à la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Des statistiques enregistrées entre la période 2013 et 2017. Avec cette assurance, les producteurs agricoles pourront enfin disposer de fonds pour faire face au changement climatique. Compte rendu de cet atelier signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. La Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a mis à la disposition des producteurs l'assurance indicielle agricole, une démarche pour permettre aux producteurs de faire face au changement climatique et à la rareté des pluies. Pour une prime d'assurance de 11 000 francs, ils sont indemnisés jusqu'à hauteur de 30 000 à 50 000 francs, alors qu'ils n'ont payé que 11 000 francs. Mais pour ces 11 000 francs, ils ne payent que la moitié. C'est l'État du Sénégal qui paye l'autre moitié. Donc ils ne donnent que 5 000 francs environ. De 2013 à 2017, 20 000 producteurs ont adhéré et environ 5 000 ont déjà été indemnisés. On nous parle de 39 000 producteurs qui se sont assurés au niveau Sénégal. Donc c'est comme si c'est l'organisation des producteurs de coton seulement qui a accepté de s'assurer, puisque nous, on a 24 000. 24 000 de 39, c'est quand même important. Une question devenue urgente dans un contexte où les risques de famine sont de plus en plus évoqués. C'est le cas dans la région de Matam. Je pense que quand même il y a quelques risques. Il faut le reconnaître. Le représentant de la sécurité alimentaire, Jean-Pierre Senghor, l'a déjà abordé. Matam fait partie des zones à risque après l'enquête. Matam, Goudiri, Matam, Goudiri, Malem Odar, Medina Yorofula. Je pense que c'est des zones à risque. Tout de même, certains producteurs sont réticents aux assurances. Ces acteurs plaident pour une sensibilisation sur les bienfaits. La période de fraîcheur s'approche à grands pas. Les mareyeurs sont bien servis, le marché bien approvisionné en poissons. Les pêcheurs rencontrés à Soumbédioune préfèrent nettement cette période de froid. Après 3 jours passés en mer, nos reporters Fatou Kinedem et Pape Sangonembaye ont rencontré une équipe qui venait d'accoster. Reportage. 82 km en haute mer, 3 jours de pêche,
Doudou Falto et ses amis sont de retour. La période de froid approche. Ils seront plus à l'aise dans leur activité. Nous préférons pêcher en hiver, car c'est la période où nous menons bien notre activité. Mais en période de chaleur, on a toutes les difficultés à pêcher. L'on parle souvent de raréfaction du poisson, mais pour ce mareyeur, l'essentiel, c'est de connaître les zones poissonneuses. Il y a toujours du poisson. Il suffit juste de connaître des zones poissonneuses en période de chaleur. C'est mieux de pêcher à Joal, en Guinée par exemple. Ces pêcheurs s'adaptent à leur environnement. La période de froid correspond à l'arrivée d'autres espèces. Si le quai de pêche de Soumbédioune est le point de départ pour Doudou Falto et ses amis, Yarakh est choisi pour écouler leurs produits. Ici, nous n'avons pas une forte clientèle. Nous sommes obligés d'aller à Yarakh. Là-bas, on a assez d'espace pour nos pirogues et le marché est plus grand. Ces pêcheurs font avec les aléas du climat. Leur souhait, avoir l'autorisation de pêcher dans les autres eaux. Kourédior, un village situé à 5 km de Mekhe, la localité est devenue un modèle en matière de salubrité. Le village le plus propre de Thiès et du département de Tivaouane, et les autorités administratives et les eaux et forêts ont satisfait au village. Un reportage signé Charanta Diop et Seylatir. Un village situé à quelques encablures de Ngaïméré, dans la commune de Koul. Dans un passé récent, cette localité était tristement célèbre du fait de ses tas d'immondices. Aujourd'hui, Kourédior est devenu le village le plus propre de la commune de Koul. Les populations qui ont décidé de prendre leur destin en main se sont constituées en groupement pour faire de la propreté leur priorité. Aujourd'hui est une date importante qui nous engage à toujours rester dans l'action en faveur de la salubrité et de la protection de l'environnement. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour rendre un hommage mérité à nos gardiens de la salubrité, nos vaillantes mamans, nos braves femmes et nos sœurs qui s'activent au quotidien dans la propreté de nos espaces de vie. Je vous invite à continuer dans cette lancée de sorte qu'in fine, notre village soit toujours reconnu parmi les aires de vie les plus propres du Sénégal. Ces populations invitent les autorités compétentes à leur créer une unité de ramassage des ordures à l'image de l'UCG qui évolue au niveau urbain. La protection nécessite une prise de conscience large et un engagement individuel ainsi qu'une action concertée à tous les niveaux. À cet effet, l'UCG a été saisi pour nous appuyer à élaborer et à mettre en œuvre un plan opérationnel de gestion des déchets. L'adjoint au sous-préfet de Médina Dakar a promis fermement de porter cette doléance à la tutelle. Le développement doit d'abord être endogène avant d'être exogène. Et moi, je pense très bien qu'il est de notre devoir de porter tout haut le flambeau. Toutes les doléances vont être portées aux autorités concernées. Aujourd'hui, Kourédior reste un paisible village cité en exemple en matière d'hygiène et de propreté. Charanta Diop, nous parlons à présent de toute autre chose. Un nouveau concept défense-sécurité a vu le jour dont les armées, pour la recherche de la paix et la sécurité, allier ces deux concepts demeure impératif. Les chefs d'état-major général des armées françaises et sénégalaises estiment que ce concept moderne peut bel et bien renforcer la paix. Les détails dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mardien. Face à la menace terroriste de plus en plus pressante, les États pour assurer leur sécurité, la défense et la sécurité ont l'obligation de se rapprocher, d'où le continuum défense-sécurité dans l'armée. Face à cette menace, on se pose de nouvelles questions qui probablement pas, c'est un certain nombre de nos propos, de tout remélanger, mais en tout cas de rapprocher les structures. L'armée sénégalaise, qui a pour rôle la défense de l'intégrité territoriale, ce concept nouveau est déjà visible sur le terrain. La première des forces armées est de défendre l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, nous convenons tous que le concept moderne de défense et de sécurité prévoit leur intervention pour assurer, dans certaines circonstances, la protection des populations
et des institutions sur cet espace. Mais des contraintes sont notées quant à sa réalisation. Je reste handicapé par le défi en renseignement, fiable et en temps réel. Cette connaissance du milieu passe nécessairement par la maîtrise de la boucle de renseignement avec l'existence de capteurs pouvant contribuer à satisfaire les besoins identifiés. La transmission en toute sûreté des données collectées en veillant à la protection des sources généralement issues des populations locales. Dans cette recherche de paix, les États africains usent de tous les moyens pour s'en sortir, surtout avec le rapprochement de ce concept défense-sécurité dans les armées. Un pré-colloque avant la FILDAC, Foire internationale du livre, a permis d'honorer d'éminentes personnalités littéraires, une occasion saisie par le ministre de la Culture pour saluer les efforts consentis par les acteurs. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Modou Diop. Ils ont tous été distingués en prélude à la 16e édition de la FILDAC. Un travail constant pour la promotion et la défense du livre. Parmi eux, un talentueux présentateur d'émissions littéraires. Une reconnaissance de ce travail et ce qui fait pour moi que cette distinction est particulière, c'est que c'est le ministère de la Culture qui donne ça. J'ai fait en même temps des émissions littéraires. Donc quand le ministère de la Culture me distingue pour ce travail, donc c'est plus important pour moi que toutes les autres distinctions que j'ai pu avoir ici dans le pays ou à l'étranger. Le livre valorisé tout autant que les acteurs culturels à qui d'importantes sommes ont été consacrées afin de pérenniser le secteur. Le gouvernement met à la disposition des cinéastes sénégalais des projets cinématographiques 2 milliards de francs CFA. Pour la protection et la sauvegarde des droits des auteurs et des droits voisins, l'État a mis à disposition de la SODAV 1 milliard de francs CFA. La somme globale, c'est 5 milliards 172 millions de francs CFA. Mis à part les investissements, d'autres projets en cours. Nous souhaitons ici le mémorial de Corée, le mémorial de Diola, la Bibliothèque nationale. Des crédits ont été déjà dégagés, qui par le programme actuel sera décliné en plusieurs composantes. Une composante nationale et des composantes régionales. Les complexes régionaux verront le jour au cours de l'année, il faut être plus précis, dans la période de 2018 à 2020. Madame Fatounian Siga, Monsieur Sadakan, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, Monsieur Amadou Sadaya, Monsieur Saloum Sayahou, tous honorés en prélude, tous honorés pour cette 16e édition de la FILDAC avec comme thème livre, jeunesse, économie, défis du développement. La page internationale de cette édition consacrée au Zimbabwe où l'armée a assigné en résidence surveillée le président Robert Mugabe et sa famille. Le porte-parole des forces armées de défense refuse de parler de coup d'État mais soutient que l'armée avait pris le contrôle du pays. Les détails avec Daniel Diouf. La situation n'est que la résultante d'une division longtemps entretenue entre deux factions. D'un côté, Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État qui se positionne pour succéder à son mari. De l'autre, cet homme Emmerson Mnangagwa, l'ex-vice-président qui représente la vieille garde du parti au pouvoir. Emmerson Mnangagwa est aujourd'hui devenu le rival à abattre à partir du moment où Grace Mugabe, l'épouse de Robert Mugabe, a manifesté ses ambitions politiques. Il est dans le collimateur de la première dame depuis des mois. Grace Mugabe l'a accusé à plusieurs reprises de trahison ou de vouloir renverser le président Robert Mugabe. Il semble d'ailleurs que la mise à l'écart d'Emmerson Mnangagwa, l'ex-vice-président, était prévue pour le prochain congrès du parti au pouvoir en décembre. D'après nos confrères de RFI, c'est un simple incident le 6 novembre qui vient précipiter sa chute. Lors d'un meeting politique, ce sont ses partisans qui huent Grace Mugabe. 48 heures plus tard, il est déchu de son poste de vice-président à la demande de la première dame, ce qui n'est pas une première. La femme du président Mugabe avait déjà obtenu le limogeage d'un vice-président il y a 3 ans. Mais cette fois-ci, l'armée a décidé d'intervenir puisque le vice-président déchu bénéficie de liens forts avec la Grande Muette,
Depuis mardi, l'armée dirigée par ce général est intervenue pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, selon des officiers. Dans un message lu dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale, le général Sibusiso Moyo, porte-parole des forces de défense, a affirmé que l'armée n'avait pas mené de coup d'État contre le gouvernement, mais qu'elle contrôlait le pays. À la tête du Zimbabwe depuis 38 ans, Robert Mugabe est encore investi par la ZANU-PF, son parti, pour la présidentielle de 2018, malgré ses 95 ans. Daniel Diouf, la fête hier au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions du Sénégal qualifiés depuis vendredi à Polokwane pour la Coupe du Monde ont réussi, ont remis cela face au Bafana Bafana. Victoire des Poulains d'Aliou Cissé 2-1 avec un but de Karambot dans les toutes dernières secondes. Compte rendu de cette rencontre signé Hamza Diallo et Mamadou Ndiaye. Tour d'honneur, le public sénégalais communié avec ses héros. Les Lions terminent les éliminatoires du Mondial 2018 en beauté, 2-1 devant l'Afrique du Sud. Dans un match à suspense jusqu'au temps additionnel, le défenseur Karambot marque sur une tête le but de la victoire qui libère le public. C'était vraiment difficile parce qu'il y avait une équipe qui était bien organisée. Mais bon, c'est bien ce soir, ce qui comptait c'était la victoire. Donc il faut féliciter Karambot qui nous donne une belle victoire ce soir. Je pense qu'on va bien le fêter. Je suis juste content pour moi et pour mes amis et pour tout le Sénégal aussi. Je pense qu'aujourd'hui le coach a fait ses choix et il m'a mis dedans et on peut que le remercier et prier pour que le Sénégal aille encore le plus loin possible. 60 000 spectateurs pour pousser l'équipe nationale du Sénégal. Autorités politiques, sportives, tous satisfaits de cette belle communion avec le public. Vous savez, on s'est qualifié déjà avec la manière. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les joueurs ont montré qu'ils ont compris le message du chef de l'État, qui leur a demandé de gagner ce match-là. Et nous avons beaucoup appris aujourd'hui, parce que c'est une mobilisation exceptionnelle avec la présence de la Première Dame, qu'on remercie, du Premier ministre et plus de 20 ministres. Une mobilisation exceptionnelle dans l'unité et dans la détermination. La seule fausse note, une coupure d'électricité de quelques minutes juste avant le coup d'envoi. Une manière pour les supporters d'allumer leur smartphone pour mettre l'ambiance au stade Léopold Sédar Senghor. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.